Nous sommes ici réunis ce soir à l'initiative de la société Resistex, qui est une société présidée par Bernard Alfandari, présent au pupitre, en partenariat avec la CCI, Nice Côte d'Azur, qui nous accueille. Merci à son président Bernard Klenhoff d'être ici, parmi nous. Et le soutien de Global Compact France, représenté par Aurélie Dubois, manager projet. Alors nous avons l'honneur d'accueillir un invité prestigieux, un homme engagé, Monsieur Brice Lalonde, qui va nous sensibiliser, si ce n'était déjà fait, à l'urgence de la prise de conscience des enjeux climatiques. Alors en effet, on entend tous parler de conférences sur le climat, de sommets, de GIEC, d'urgence climatique, d'échecs ou de succès de tel ou tel accord, mais pour autant il est difficile d'appréhender le ou les moyens de s'engager ou de lutter pour cette cause. Par extension, et c'est plutôt ce qui nous rassemble aujourd'hui, comment positionner la sphère business dans les problématiques environnementales? C'est l'objectif de cette conférence. Alors déjà, merci de vous être déplacés si nombreuses et si nombreux. C'est déjà le premier marqueur positif, puisque comprendre, c'est se donner la possibilité de changer. Alors, je tiens à vous préciser que cette conférence est retransmise en live streaming et que cela va nous permettre, au moment des questions et réponses, de prendre les réactions à chaud des internautes que nous saluons. Donc, merci d'être connectés derrière vos ordinateurs. Là encore, le but est d'ouvrir à tous le débat. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions dans la salle, on aura ce temps de questions-réponses à l'issue de l'ensemble des interventions. Eh bien, sans plus tarder, je vais passer la parole au président, donc Bernard Klenhoff. Donc, votre CCI est très impliqué dans les projets de développement durable et le fait d'intégrer les différents dispositifs dans l'ADN des entreprises. Performance globale 06, puis performance globale PACA Est, formation à l'efficacité énergétique, accompagnement à l'éco-conception ne sont que quelques exemples de votre implication. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Brice Lalonde. C'est pas souvent qu'on reçoit des gens qui ont votre réputation et votre aura. Je vous en remercie. On aura l'occasion de parler de Bernard un peu plus tard, de le féliciter, de souhaiter aussi la bienvenue à Madame Dubois. Mais je voudrais surtout vous dire que notre Chambre de commerce et d'industrie est depuis longtemps impliquée dans ce qu'il est convenu d'appeler la RSE, et que la prise de conscience pour les entreprises de notre territoire sur le développement soutenable, parce que moi j'aime pas le mot durable, parce que beaucoup trop de gens l'associent à l'exclusivité de l'environnement, et là-dedans il n'y a pas que ça, même si on a de temps en temps du mal à faire passer ce message. Mais donc dans ce développement soutenable, il y a différentes choses, dont le développement économique, qui est en principe le cœur de métier dans cette maison. Et je crois qu'il est important que, comme vous l'avez dit, on le distille et on l'instille dans l'ADN de nos entreprises, et en particulier sur des jeunes créateurs, parce que ça fera partie de leur avenir, mais aussi et surtout parce que ces créateurs et générateurs d'avenir, ces créateurs et générateurs d'emplois, et que nous avons la chance sur ce territoire des Alpes-Maritimes d'avoir non seulement une opération d'intérêt national dont ces sujets seront le cœur de métier, d'avoir un peu plus loin dans le pays grassois des acteurs majeurs de tout ce qui touche à cette chimie fine, qui sont des acteurs majeurs de cet avenir parce que eux sont obligés d'être plus qu'innovants au quotidien pour pouvoir rester performants dans ces domaines. Donc tout ce petit monde travaille sur ces sujets, on les a intégrés, on les a partagés, et je sais que une partie de notre avenir passera par les emplois que nous développerons dans ces métiers-là. Notre Chambre de commerce est par ailleurs extrêmement impliquée sur la formation et en particulier sur l'apprentissage. Et souvent, j'essaye d'expliquer que le défi que nous devons relever aujourd'hui, pour les jeunes de notre territoire entre autres, c'est de les former à des métiers d'avenir que nous ne connaissons pas encore, pour des entreprises d'avenir qui n'existent pas encore. Alors c'est un concept qui n'est pas toujours partagé, ça me vaut de temps en temps d'être pris pour un fou, mais c'est pas grave. C'est une folie que je veux partager avec vous. Et puis on va avoir l'occasion ce soir d'écouter à la fois M. Lalonde et Bernard Alfandari qui vont nous parler de cet avenir. Bernard va nous parler un petit peu, j'espère, de son entreprise,
qui fait partie de la fierté économique de ce territoire. N'ayons pas peur des mots, d'autant plus que Bernard est extrêmement impliqué sur ces sujets et qu'il est un des leaders des actions que mène notre Chambre de commerce et d'industrie. Et puis ça me donne aussi l'occasion de saluer certains de nos collègues élus dans cette maison, au premier rang desquels Jean Mann, qui a pris le temps d'être avec nous. Et moi qui connais son agenda, je peux vous dire que c'est une performance de l'avoir fait venir. Et puis à vous tous de vous souhaiter une belle soirée. Je pense qu'on fera la fête à Bernard, mais en tout bien, tout honneur, Bernard. Et puis que M. Lalonde nous donnera l'envie, avec Mme Dubois, d'aller encore plus loin dans cette démarche RSE. En tout cas, je vous remercie d'être là et je voudrais vous redire que les portes de cette maison vous sont ouvertes et que les sujets sur lesquels nous avons déjà fait des progrès dans ce territoire, comme par exemple une première qui est notre charte Smart Grid, Côte d'Azur, qui nous permet de dire à des aménageurs ce qu'il est souhaitable de faire dans le domaine de la gestion des réseaux intelligents, et bien toutes ces petites choses que l'on arrivera à mettre bout à bout feront que nos Alpes-Maritimes garderont leur attractivité touristique qui continueront à fonctionner en parallèle de nos autres activités économiques. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant passer la parole à Bernard Alfandari. Si, c'est à vous. Je passe la parole. On a prévu la présentation d'Aurélie Dubois. Alors que mais je peux switcher parce qu'on est complètement malléable ici. Donc je vais passer la parole à Aurélie Dubois. Donc elle est manager projet de Global Compact France et elle va nous présenter l'initiative Global Compact avec son historique, ses engagements et ses principes, ainsi que l'association Global Compact France. Et pour finir, elle va nous faire un focus sur le Business and Climate Summit qui aura lieu en mai 2015 et sur le club PME Climat. Je vous rappelle, voilà, pour les questions-réponses, n'hésitez pas, gardez bien vos petites questions, écrivez-les dans un coin de vos têtes ou sur des agendas. On s'en reparle tout à l'heure. Merci. Donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette manifestation. Je voulais tout d'abord remercier Resistex et la Chambre de commerce pour l'organisation de cette manifestation. La Chambre de commerce et d'industrie pour l'organisation de cette manifestation. Et moi, je vais vous présenter les grandes lignes du Global Compact et de l'antenne locale française, le Global Compact France. Et j'essaierai de vous expliquer ce qu'on essaye de mettre en place avec Brice Lalonde, qui est mandaté pour le Global Compact France et pour le Global Compact. On essaie de mettre en place des actions pour mobiliser les entreprises dans le cadre de la préparation de la COP21 l'année prochaine. Donc tout d'abord, le Global Compact, c'est une initiative internationale qui a été lancée en 2000 par Kofi Annan. L'idée, c'était de faire en sorte que les entreprises se mobilisent à intégrer des grands principes universels dans les stratégies et les politiques de l'entreprise. Donc c'est un engagement volontaire, contrairement à d'autres éléments qui existent en matière de RSE. Donc c'est vraiment un engagement volontaire de la part des plus hauts dirigeants d'intégrer ces 10 principes qui se regroupent en 4 grands domaines. Donc vous avez le droit de l'homme, les normes internationales du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Alors c'est des grands principes qui sont universels, mais par contre qui se déclinent de façon différente en fonction du contexte de l'entreprise, en fonction du pays. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait mettre en place des bonnes pratiques concernant l'intégration des droits de l'homme, même si vous êtes une PME en France, ce n'est pas forcément uniquement les grands groupes qui sont concernés par ces problématiques. Donc, le Global Compact dans le monde, c'est 145 pays représentés. Donc, il y a des signataires du Global Compact dans 145 pays pour environ 12 600 participants, donc, dont 8 200 entreprises. Donc, on reviendra après sur les chiffres français, mais en France, on représente le deuxième plus gros réseau puisqu'on a 1060 adhérents et 900 entreprises, ce qui fait de la France le deuxième pays en termes de nombre d'adhérents dans le monde. Donc, c'est quand même assez important. Donc, rejoindre le Global Compact, c'est s'engager à promouvoir et à respecter les grands principes du Global Compact dans les stratégies et les opérations de l'entreprise, à mettre en place des actions de progrès et à communiquer sur les actions qui ont été mises en place. Donc,
à la base, le plus haut dirigeant de l'entreprise signe le Global Compact, et ensuite, après la signature, il a 1 an pour intégrer dans les politiques de l'entreprise les premières actions de progrès qu'il va communiquer ensuite sur le site des Nations Unies. Donc, depuis le départ, on voit que le nombre de signataires a augmenté considérablement. Il y a une croissance exponentielle du nombre des signataires. À la base, c'était vraiment une initiative qui était réservée aux entreprises. Aujourd'hui, il y a d'autres structures, d'autres associations qui font partie du Global Compact. Il n'y a pas que les entreprises qui peuvent adhérer au Global Compact. Donc, on a déjà parlé de l'engagement public du dirigeant, de la communication annuelle. Donc, c'est vraiment un bon moyen pour initier une démarche pour les entreprises qui n'ont pas encore mis en place d'actions qui ont mis en cohérence leur action. Donc, c'est une bonne façon de mobiliser en interne aussi. C'est-à-dire que signer le Global Compact, ça envoie un signe fort en interne aux salariés par rapport à l'engagement de l'entreprise. Ça envoie également un signe fort aux parties prenantes de l'entreprise, puisque ce référentiel est internationalement reconnu. Donc les bénéfices, comme on vient de le dire, c'est être accompagné dans sa démarche, mettre en cohérence les actions de progrès qui sont déjà mises en place. Certaines entreprises mettent en place déjà des actions et ont besoin d'avoir un cadre qui regroupe un peu l'ensemble de ces actions. Donc le Global Compact, ça permet justement d'apporter cette cohérence interne et externe également. J'ai parlé des chiffres en France. Donc il y a 70 signataires du Global Compact en région PACA, dont certains présents aujourd'hui, qui ne vont pas forcément apprendre beaucoup de choses sur le Global Compact. Mais du coup, vous êtes une région assez mobilisée autour de cette initiative, avec de nombreux représentants, comme Monsieur Mann, que je vois dans la salle. Donc la communication sur le progrès, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'engagement que les entreprises doivent communiquer tous les ans, mais en gros, c'est rendre compte et être transparent sur les actions qui sont mises en place dans l'entreprise ou dans la structure tous les ans. C'est-à-dire que vous mettez en place telle et telle action pour aller vers les principes du Global Compact, et la communication annuelle qui est postée sur le site doit rendre compte justement et être transparent par rapport à ce que vous avez mis en place. Donc ça, c'est les grandes lignes, mais si vous voulez poser des questions, on y reviendra peut-être à la fin. Donc, je vais aller très rapidement sur comment adhérer. Donc, le Global Compact France, nous, on est l'antenne officielle du Bureau des Nations Unies en France, et on est chargé d'animer le réseau des signataires du Global Compact, des signataires français du Global Compact. Donc, on a été créé en 2004. À l'initiative de l'Élysée. Et ensuite, aujourd'hui, on est une association loi 1901 qui regroupe à peu près la moitié des signataires du Global Compact en France. Donc, ce n'est pas une initiative qui est réservée aux grands groupes. On a une grosse majorité de PME au sein du Global Compact en France, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Donc, ça représente vraiment une très grosse majorité de nos adhérents. Donc on est le relais officiel du Bureau des Nations Unies. On est là pour aider les membres, c'est-à-dire que l'initiative, c'est une initiative qui est internationale et qui est mondiale. Une entreprise qui adhère au Global Compact, elle le fait via le site des Nations Unies. Et ensuite, dans chaque pays où vous avez des adhérents, vous avez une antenne locale qui est là pour aider les membres et faire un peu le lien entre le Bureau des Nations Unies et les adhérents français. C'est ce qui facilite un petit peu le travail des signataires dans un pays. Donc on organise tout un tas d'activités qui sont destinées à aider les entreprises à mettre en place justement ces actions de progrès dans l'entreprise. On essaye de vous apporter des outils. On essaye de coordonner un petit peu les actions qui sont menées. On relaye l'information qui provient du Bureau des Nations Unies. On rédige des guides, on traduit des documents. On mène toutes les actions qui sont nécessaires pour aider les adhérents français du Global Compact à mener à bien leur engagement. Donc vous voyez sur ces quelques photos, on est présent dans de nombreuses manifestations, en Île-de-France, mais aussi en région. Et depuis récemment, on organise aussi de nombreuses conférences via Internet pour justement faciliter la participation de nos adhérents qui sont en région. Donc voilà un bilan de nos activités, mais je ne vais pas rentrer dans le détail.
Et donc aujourd'hui, on est réunis autour du sujet du changement climatique et on joue un rôle assez important dans la coordination des événements en amont de la COP21. Donc je laisserai Brice Lalonde entrer dans le détail, mais en gros, on est très fortement mobilisé pour l'organisation d'un événement qui s'appelle le Business and Climate Summit et qui se passera les 20 et 21 mai à l'UNESCO. Donc 6 mois avant la COP21 à Paris. Je pense que Brice rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure pour vous expliquer le travail qui est mené. Et on sera également présent dans l'organisation du Caring for Climate Business Forum. En gros, le Caring for Climate, c'est un programme des Nations Unies spécifique sur le changement climatique. Et donc, à chaque COP, ils organisent une conférence dans le cadre des COP et on est également présent dans l'organisation de cette conférence. Voilà, c'était une présentation assez rapide. N'hésitez pas à la fin si vous avez d'autres questions, mais je vais laisser la parole à Brice. Merci beaucoup, Aurélie. Voilà, j'espère que cette courte présentation aura donné des envies aux chefs d'entreprise qui sont dans la salle de se mobiliser autour de Global Compact France pour qu'on soit encore une région à la pointe de tout ce qui est environnement, développement durable. Voilà, je pense qu'Aurélie aura beaucoup de choses à vous apprendre. N'hésitez pas à poser vos questions tout à l'heure. Et bien maintenant, c'est à vous, Bernard, que je vais m'adresser. Donc, Bernard Alfandari, vous êtes président de la société Resistex et nous pouvons d'ores et déjà vous remercier tous de nous avoir réunis ici ce soir. Alors, la société Resistex, allez-y, 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 on peut le remercier, on peut le remercier. Il faut saluer les belles initiatives. Donc, la société Resistex élabore des projets d'éclairage de locaux neufs ou de rénovation énergétique d'installations existantes pour des bâtiments résidentiels et tertiaires. Votre société développe un chiffre d'affaires en 2014 de 11,5 millions, ce qui représente une croissance de 4%. Et vous comptez 42 salariés, soit 10% de plus sur les 3 dernières années. Et vous mettez en œuvre les principes de développement durable et vous déployez avec détermination un projet de société éthique et socialement responsable. Je mentionne également ici que Bernard Alfandari est membre de Global Compact France et membre associé de la Chambre de commerce et d'industrie. À propos de Global Compact France, je crois que tout à l'heure, il y aura une petite remise de prix, mais n'en disons pas plus. Bernard, vous avez la parole. Merci Marina. Moi, je voudrais commencer en vous remerciant tous d'être venus si nombreux ce soir. Et puis, bien sûr, tout particulièrement notre puissance invitante, la Chambre de commerce et d'industrie. Il y tient. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon cher Bernard, d'avoir rendu cette manifestation possible. Merci au Global Compact de nous avoir envoyé de Paris Aurélie. Et surtout, merci à Brice Lalonde d'avoir accepté l'invitation. Brice Lalonde était, il y a moins de 24 heures, 48 heures, à Lima, au Pérou. Il est rentré plus tôt pour être avec nous et c'est vraiment un très grand honneur et un très grand plaisir de l'avoir avec nous et à nos côtés. Rapidement, une présentation sur Resistex parce que j'ai hâte de lui céder le micro, mais je ne résiste pas au plaisir de me faire un peu de pub et donc je vais vous parler d'une entreprise niçoise créée, comme je crois l'a dit Marina, en 1937 par mon grand-père et qui, dès le début, a été une entreprise engagée. Alors engagée dans l'innovation et engagée depuis 2008 sur le marché et sur le créneau de la croissance verte parce que nous avons vu au départ commercialement une opportunité qu'il y avait pour nous de vendre non plus que des luminaires, mais des luminaires à haute efficacité énergétique. Le projet était donc éminemment environnemental et il nous est apparu important d'éviter de tomber dans le greenwashing et de dire qu'on faisait des choses vertueuses pour l'environnement et de ne faire que de le dire alors qu'il était important de le faire. Et très rapidement, nous avons
mis en place un SME, système de management environnemental. Nous avons postulé et obtenu une certification ISO 14001 pour notre établissement de Saint-André-de-la-Roche, et nous nous sommes lancés aussi dans l'éco-conception de nos produits. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Dès 2009, nous avons, avec l'aide de l'ADEME, réalisé notre bilan carbone. C'est une démarche qui, à l'époque, était relativement originale pour une PME comme la nôtre. C'était un outil réservé normalement aux grandes entreprises. Donc notre bilan carbone a mis en évidence que la majeure partie de nos émissions de CO2 provenait de la phase d'utilisation des luminaires que nous mettions chaque année sur le marché. Donc on a donc déduit très logiquement une piste d'amélioration qui était que pour diminuer nos émissions de CO2, il fallait rendre nos luminaires et nos produits vendus et mis sur le marché beaucoup plus efficaces énergétiquement. Et puisque nous sommes une entreprise engagée, nous avons pris en 2009 l'engagement de réduire entre 2009 et 2020 de 40% nos émissions de CO2. Alors pourquoi 40% ? Parce que la Commission européenne était partie dans une politique à l'époque et a mis en place une politique qui s'appelait la politique des 3-20, donc qui consistait à dire que d'ici, donc on était en 2009 ou en 2008, d'ici à 2020, il fallait réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre, il fallait augmenter de 20% son efficacité énergétique, et il fallait que dans le bouquet énergétique de la production d'énergie, les États arrivent à avoir 20% d'énergie renouvelable. Alors cette recommandation, puisque ce n'était pas binding target, ce n'était pas obligatoire, peut-être que ça aurait dû l'être, on aurait peut-être avancé plus vite, c'était des recommandations qui s'adressaient aux États membres. Nous, on en a fait notre engagement pour notre société. Et les résultats de cet engagement, ils ont été assez spectaculaires, puisque à l'époque, en 2009, notre bilan carbone, vous voyez, faisait apparaître que, mais de très très loin, dans un rapport de 1 à 100, notre premier poste, vous voyez, il y a écrit utilisation, c'est-à-dire la consommation électrique. C'est des émissions indirectes, c'est les émissions dont sont responsables les luminaires lorsqu'ils sont allumés dans leur phase d'utilisation. Et il n'y avait pas à hésiter, c'était vraiment là-dessus qu'il fallait foncer pour essayer d'améliorer notre taux d'émission. Oui, juste pour vous rappeler ceux qui sont pas forcément très très familiers de cette mathématique, une tonne équivalente de CO2, c'est lorsque on consomme 1 kWh, quelle que soit la nature de l'activité de cette consommation électrique, eh bien ce kilowattheure équivaut en France à 90 grammes de CO2. Alors c'est beaucoup moins qu'ailleurs parce que la production d'électricité en France, elle est essentiellement d'origine nucléaire et c'est l'électricité qui est la plus décarbonée pour l'instant, sauf, enfin en tout cas parmi les énergies, les modes de production d'électricité traditionnelle, c'est la plus décarbonée, sauf si on tient compte évidemment des énergies renouvelables. Donc voilà les données du problème et voilà, ce que je voulais vous dire très rapidement, c'était qu'en démarrant en 2008, vous voyez la barre verte à l'horizontale sur le 0,4, c'est les 40% que nous visions. Et si je sépare les lampes que nous vendons séparément et les luminaires que nous vendons parfois avec les lampes incorporées dans les luminaires, vous voyez qu'à la fin, sur la droite du tableau, on sera presque à la fin 2014. Les lampes, on a déjà dépassé l'amélioration de 40%. Et sur les luminaires, on va y arriver tout début 2015. Donc on aura 5 ans d'avance sur l'objectif qu'on s'était donné.
Et rappelez-vous, 45 000 tonnes de CO2 par an dont nous sommes responsables. En 2013, on avait déjà diminué de 9 000 tonnes par an nos émissions de CO2. Donc, par rapport au discours pessimiste et résigné, voire fataliste des environnementalistes, moi, je suis là pour vous dire que c'est possible pour peu qu'on s'en donne la peine, les moyens, et qu'on soit fortement mobilisé. Ça, ça revient au même. Si je prends une échelle de l'efficacité énergétique qui se mesure pour nos produits en lumen par watt, lumen, c'est la quantité de lumière émise par rapport au watt, la quantité d'énergie consommée. Donc, effectivement, c'est pour nous le repère. Eh bien, on a démarré en 2008 avec un produit moyen qui était aux alentours de 30 et quelques lumens par watt, et on est en train de dépasser les 40 lumens par watt. Donc là encore, notre engagement d'améliorer notre efficacité énergétique de 40% sera également atteinte bien avant l'objectif qu'on s'était fixé. Tout ça pour dire que finalement, le développement durable, ça peut rapporter économiquement, parce que les ventes sont là pour le prouver. On arrive à faire de l'activité économique avec de l'efficacité énergétique. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la planète, c'est bon aussi pour l'utilisateur final. Et c'est pour nous, entreprises, qui nous sommes jetés, j'allais dire, à corps perdu dans ce défi, eh bien, une possibilité de croissance économique. Alors, j'aime bien prouver ce que je dis, vous voyez, donc voilà résumé sur ce tableau les 10 derniers exercices où nous sommes passés de 2004 à un chiffre d'affaires de 7 millions à 2014 où nous allons dépasser les 11 millions d'euros. Donc, dans le développement durable, il y a un pilier qui est l'économique. Et il est important que l'économique fonctionne bien et que les entreprises soient in boni et profitables pour pouvoir déjà être durables. Au-delà de ces tableaux de chiffres, je voudrais aussi vous expliquer que l'avenir de Resistex, il est serein parce que nous voyons des pistes d'amélioration à condition de ne pas imaginer que la croissance revienne comme elle était auparavant, celle des 30 glorieuses, etc. Nous, notre stratégie, c'est de dire qu'il y a des nouveaux modèles économiques auxquels il faut réfléchir et auxquels il vaut mieux adhérer. Au premier desquels, il y a l'économie fonctionnelle, je vais vous en dire 2 mots, l'économie circulaire et l'économie solidaire. Alors, si j'attaque par la première, l'économie fonctionnelle consiste à dire qu'il faut arrêter de vendre des produits, il faut arrêter de vouloir bourrer les planches des clients et d'essayer de leur en vendre une 13e gratuite s'ils en achètent 12. Ce mode, cette économie-là, qui est l'économie de consommation, eh bien, je pense qu'il faut tirer un trait dessus et passer à des choses qui soient effectivement un peu plus responsables, sans pour autant perdre de leur intérêt au point de vue économique. Alors, en ce qui nous concerne à nous, il s'agit de ne plus vendre des luminaires, mais de vendre l'usage du luminaire, ce pourquoi le luminaire est conçu, pourquoi il est fait, c'est-à-dire produire de la lumière et accessoirement produire aussi de l'économie d'énergie. L'économie fonctionnelle, c'est pour nous considérer un projet d'éclairage dans son ensemble et se détacher des produits à vendre. Un projet d'éclairage, c'est tout d'abord un lieu à éclairer avec des dimensions physiques, j'allais dire un plan d'architecte. C'est une activité qu'on y déploie dans ce lieu. On ne va pas éclairer de la même manière une salle de réunion et un couloir, pas de la même manière un bureau et
qu'est-ce que je vais vous dire, moi, encore, qui puisse me passer par la tête, un local à photocopieuse, voilà, etc. On doit tenir compte aussi du passage, de la fréquentation, faire des scénarios d'occupation, en tenant compte donc de la présence et de l'absence des personnes. Le luminaire le plus efficace consommera toujours inutilement s'il est éclairé dans une pièce où il n'y a personne. C'est évident, mais aujourd'hui, le gaspillage, c'est d'éclairer dans la journée, parce qu'on n'en a pas besoin. Bien souvent, la lumière naturelle, celle du soleil, suffit, elle est gratuite. Et il faut la repérer, la capter, la mesurer, de manière à éteindre la lumière automatiquement lorsqu'il fait suffisamment jour. Il faut faire une étude photométrique. Nous utilisons des logiciels qui sont prévus pour ça. Il faut maintenant ne plus parler du prix d'achat d'un luminaire, mais du coût total de possession, qui va inclure le prix du luminaire, mais également la consommation énergétique de ce luminaire sur une période donnée, d'intégrer la maintenance de l'installation et éventuellement le relamping lorsqu'il faudra changer les lampes. Alors au total, ce coût de possession, bien sûr, avec une énergie très faible, il va être sur une période donnée beaucoup plus bas que le prix apparemment peu cher d'un luminaire peu efficace. Et il faut arriver à faire comprendre ça à l'utilisateur final. Et ne pas oublier non plus dans notre projet d'ensemble la phase de fin de vie de l'installation, c'est-à-dire la collecte et le recyclage du produit lorsqu'il ne sera plus en fonction. Et puis dans l'économie fonctionnelle, j'ai envie d'ajouter aussi de tenir compte du financement. Là où on a le plus de chances de vendre des installations, c'est si on en fait cadeau. Et il existe déjà sur le marché pas mal de possibilités de financement qui sont offertes à l'utilisateur final ou au maître d'ouvrage. Et quant à nous, on est en train de réfléchir à des solutions dans lesquelles, au lieu de vendre nos luminaires, on va aussi les louer, faire de la location avec option d'achat au bout d'un certain temps, qui sera l'amortissement pour nous du fait de louer notre matériel plutôt que de le vendre. Et tout ceci, je l'inclus dans l'économie fonctionnelle. Bien sûr, l'économie fonctionnelle, pour nous, ça n'est pas que des watts et que des euros, c'est aussi de la qualité visuelle de l'éclairage, du confort, de la sécurité pour les utilisateurs et du bien-être, parce que la lumière, c'est la vie et il convient ni d'en mettre trop, ni d'en mettre trop peu. C'est bien ça l'idée du soutenable. L'économie circulaire, très rapidement, vous savez, c'est l'idée qui consiste à dire que pour éco-concevoir un produit, il faut réfléchir à toutes les consommations d'énergie tout au long de la phase de vie du produit, depuis ce qu'on appelle le berceau. Alors ça, c'est l'extraction des matières premières et le choix des matières premières. Chacune de ces options est plus ou moins amicale avec l'environnement et gourmande en énergie. Et puis de regarder voilà, les phases successives de la vie d'un produit en faisant ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie, de manière à essayer de mesurer les impacts des produits qu'on met sur le marché. Éco-concevoir, c'est aussi diminuer les volumes, c'est essayer de dire que si on peut faire plus petit, on consommera moins de matière. Et la miniaturisation de nos sources d'éclairage avec l'innovation technologique nous permet aussi maintenant d'envisager d'avoir le même résultat en éclairage avec des appareils qui soient moins volumineux et donc également plus friendly pour l'environnement. Les logiciels d'ACV, je vous en ai parlé, et ne pas oublier bien sûr dans la circularité la phase de fin de vie d'un produit, c'est-à-dire tout ce qui concerne la collecte du produit lorsqu'il devient déchet, son recyclage et sa revalorisation, afin d'essayer de pouvoir le plus possible éviter de reconsommer des matières premières dont les générations futures auront bien besoin. Alors,
la partie collecte, on a adhéré à un éco-organisme qui a été mis en place par les pouvoirs publics pour s'occuper de nos produits. Et depuis 3 ans consécutivement maintenant, cet organisme qui s'appelle Recilom nous a décerné le prix nous a considéré comme le premier centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques du département, ce qui veut dire que nous contribuons là aussi à jouer le rôle que nous devons en matière de déchets. Il me reste à vous parler de l'économie solidaire. J'ai envie de dire que de ce point de vue-là, nous sommes solidaires avec le territoire et le président est là pour en témoigner. Nous nous impliquons le plus possible et notamment sur les problématiques d'énergie. Vous savez que le département est une presqu'île énergétique et que les grands institutionnels, dont certains sont dans la salle et que je remercie d'être là, ERDF, EDF, sont très impliqués auprès des entreprises de la région et de la Chambre de commerce pour essayer de trouver des solutions et de mettre en place, et de la Chambre de commerce et d'industrie, pour arriver à trouver des solutions. L'industrie, c'est pas gagné dans ce territoire, c'est sûr. Donc, promouvoir un ancrage territorial en recherchant des partenariats gagnant-gagnant avec les partenaires locaux et des partenaires proches. C'est aussi essayer d'améliorer toutes les possibilités d'échange qu'on peut avoir avec les ateliers protégés et les handicapés de manière à promouvoir le travail en milieu protégé. Nous essayons de leur en donner le plus possible et nous sommes satisfaits des résultats. Et humainement, c'est une fierté. Encourager les initiatives locales issues du secteur social et solidaire. On fait de notre mieux. On n'est pas forcément historiquement dans ce réseau-là, mais on demande qu'à s'améliorer. Une solidarité que j'ai voulu vous signaler aussi avec l'international, à l'international, parce que nous soutenons nos sous-traitants étrangers, on collabore avec eux et s'ils sont dans des pays en voie de développement, on essaye de les sensibiliser à nos exigences et à nos points de vue, notamment en matière d'achat durable. Et c'est du boulot lorsqu'on est en train de travailler avec des partenaires tunisiens, voire des fabricants chinois. En tout cas, là aussi, petit à petit, nous faisons notre chemin. Et il est très intéressant de voir l'intérêt de ces pays sur ces questions-là. En tout cas, nous essayons de choisir, de sélectionner nos partenaires parmi ceux qui pensent comme nous et qui ont envie de partager notre engagement. Et donc, je suis sûr que dans la salle, il y aura des gens pour me demander « Mais alors, Resistex, vous n'êtes pas Made in France ?» Alors, on conçoit en France, on distribue en France, on essaye de réfléchir global et systémique. Tous les emplois qui découlent de cette façon de travailler, nos parties prenantes, nos clients sont des installateurs et électriciens, sont des bureaux d'études. Et toute cette main-d'œuvre-là à qui nous nous adressons, tous ces gens qui travaillent, c'est de la main-d'œuvre non délocalisable. Alors, l'industrie, pour nous, il s'est avéré que c'était, en termes de coûts, plus possible de faire de l'injection plastique, du câblage électrique de nos luminaires en France. Nous concilions l'efficacité économique avec les exigences sociales auxquelles cela nous confronte. Et je suis prêt tout à fait à débattre tout à fait sereinement de la délocalisation des productions industrielles. Mon rêve est de pouvoir relocaliser de l'emploi industriel sur Nice-Est. Et c'est en bonne voie d'ailleurs par rapport à notre stratégie commerciale. Et ça tombe bien, cher Bernard, puisque les questions des internautes commencent à arriver, vous allez pouvoir débattre. La régie me fait signe qu'il faut qu'on accélère. J'accélère. Dernier des points sur lesquels je voudrais insister, parce que ça fait partie des nouveaux modèles économiques, et je me tourne vers les salariés de Resistex qui sont dans la salle.
en signe de respect et d'hommage aussi. Chez Resistex, nous avons depuis quelques années mis l'humain au cœur et nous disons qu'il est plus important de prioriser la satisfaction du salarié à la satisfaction du client. Alors, ça va en faire bondir quelques-uns. J'attends avec impatience les questions et si je ne suis pas capable de répondre, ceux qui sont dans la salle le feront à ma place. Chez Resistex, nous sécurisons les parcours professionnels. J'ai interdit le recours au CDD. Il n'y a pas d'intérim. Nous voulons que des CDI pour que les salariés se sentent impliqués et de manière durable aussi dans l'entreprise. Bien sûr, il n'y a pas chez nous de discrimination et je parle sous contrôle de l'ensemble de ceux qui sont présents dans la salle. Nous essayons de veiller à l'égalité hommes-femmes, d'avoir une parité dans nos embauches entre les jeunes et les seniors. Nous faisons de l'entretien, non pas de l'entretien des machines, mais de l'entretien avec les salariés, quelque chose au cœur de notre gestion de nos richesses humaines. C'est ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle, les RH, c'est nous. Nous avons bien sûr mis en place un programme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous avons créé quelque chose d'original qui s'appelle le Vie ma vie. Chacun va dans le service de l'autre pour apprendre à ce que fait son prochain. Nous avons une formation 3 fois plus importante que les exigences légales. Nous améliorons sans cesse les conditions de travail avec des ateliers de co-création. Nous prenons l'intelligence collective, la créativité. Nous envoyons des questionnaires anonymes sur le climat social aux salariés et nous analysons les réponses. Nous avons mis à la disposition des salariés les soins d'un ostéopathe qui intervient pendant les heures de travail. Nous avons créé une salle de gym dans les locaux pour que ces messieurs et ces dames puissent se défouler pendant la pause du déjeuner. Et bien sûr, depuis plusieurs années, nous travaillons avec une coach qui accompagne les salariés à titre individuel ou collectif sur des thématiques liées à la communication. Voilà, nous travaillons sur nos valeurs. Les valeurs ont été choisies par les salariés à l'occasion d'une séance de créativité. Nos valeurs sont l'audace, la confiance, l'engagement et l'honnêteté. Et j'en termine en concluant. Et avant de passer j'ai chauffé la salle pour Brice Lalonde. Notre nouveau slogan qui a été adopté la semaine dernière, c'est « Vous éclairer autrement ». Notre engagement, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Notre credo, il y en a 2. Ce sont les valeurs qui créent de la valeur. Notre entreprise et notre travail font du sens. Et le sens de l'histoire, c'est le changement des comportements. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, cher Bernard, je ne résiste pas au plaisir de vous dire merci pour ces éclairages. Bon, c'était facile, mais d'un autre côté, si on ne la faisait pas, voilà, ça vous donne l'occasion à tous d'applaudir, de bouger un petit peu. Bien, nous arrivons à la dernière partie et à l'intervention tant attendue de Monsieur Lalonde qui vient donc de si loin pour nous parler. Je me suis permise, Monsieur Lalonde, de donner votre date de naissance. Vous ne m'en voulez pas? Je vais faire une petite présentation. Vous m'en voulez beaucoup? Vous me cassez mes couilles. Bon. Eh bien, Monsieur Lalonde, vous êtes né le 10 février 1940 à Neuilly-sur-Seine. Votre engagement dans l'écologie est signé très tôt. On pense notamment à votre entrée dans l'association Les Amis de la Terre, dont vous, dès 1970... Le fondateur est dans la salle. Le fondateur est dans la salle. Mais ben voilà, donc c'est formidable. Donc, cette association... Donc, vous entrez dans cette association dès 1970 et vous en deviendrez ensuite président. Vous fondez Génération Écologie, et je m'arrête là, bien sûr, en 1990. De 1988 à 1992, vous êtes successivement secrétaire d'État, ministre délégué chargé de l'environnement, puis ministre de l'Environnement.
Vous vous retirez de la vie politique en 2002 pour vous consacrer à des projets de développement en tant que consultant international. De 2007 à 2011, le gouvernement français vous nomme ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique. Le 2 décembre 2010, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, vous nomme coordinateur exécutif de la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20. Le 15 février 2013, enfin, le Pacte mondial de l'ONU vous nomme au rôle de conseiller spécial pour le développement durable. Je n'en ai pas terminé parce que vous avez une biographie quand même qui est... Et j'ai fait court. Cette mission vous amènera à travailler avec le Bureau du Pacte mondial pour développer d'étroites relations et collaborations avec les gouvernements et autres parties prenantes sur le développement durable et sur le suivi de la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20, dans le but d'encourager la durabilité des entreprises et de promouvoir les plateformes sur l'environnement du Pacte mondial, en particulier le programme sur le climat Caring for Climate, la plus grande plateforme d'action au monde sur le climat pour les entreprises. Monsieur Lalonde, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je remercie aussi Bernard, la société Resistex, monsieur le président de la Chambre d'industrie et de commerce. Exactement. En fait, vous savez, après avoir entendu Bernard, il me semble que ça aurait été formidable de parler de sa société et à chaque fois d'en tirer l'exemple pour ensuite élargir la question, quoi, parce que c'est vraiment tout à fait remarquable tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il fait. COP 21, ça va être, je suppose que vous allez entendre beaucoup parler du changement climatique cette année. Et vous êtes déjà, si je puis dire, en plein dans les difficultés de la gestion quotidienne, dans une situation économique qui est quand même très maussade, avec des politiques qui ont mis le temps à comprendre que l'entreprise a quand même joué un rôle important. Et donc tout ça, en plus de ça, il y a le changement climatique. Voilà. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Mais franchement, le changement climatique, je ne sais pas si vous êtes extrêmement informés, c'est manifestement un cataclysme annoncé tout à fait effrayant. Moi, il m'arrive de me demander, quand je vois mes contemporains prendre le métro ou ailleurs, est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe et du cataclysme annoncé. Voilà. C'est vraiment effrayant. Le changement climatique, aujourd'hui, c'est l'équivalent en énergie dans l'atmosphère de 700 000 bombes d'Hiroshima par jour, en énergie, à peu près diffusée dans l'atmosphère. Et cette énergie, évidemment, se dissipe ensuite sous des formes extrêmement violentes. Moi, j'étais à New York quand il y a eu l'ouragan Sandy. Je peux vous dire que c'est tout à fait épouvantable. La mer a monté de 4 mètres parce qu'il y a eu une tempête locale. Et donc, si nous ne faisons rien, évidemment, nous sommes extrêmement mal partis. Et la question est si grave que les réponses doivent être absolument fortes, enfin extrêmement fortes, immédiates. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la France est plutôt bien partie. Elle a plutôt des atouts, elle a des entreprises remarquables. Elle envoie peu de gaz à effet de serre par habitant comparé à d'autres pays, notamment les États-Unis, etc. Et pour vous dire la vérité, je reviens donc de Lima, et la conclusion que j'en tire, c'est que les États et les gouvernements et les États nationaux vont avoir beaucoup de mal à défendre la planète parce que leur boulot, c'est de défendre les intérêts nationaux. Et donc, chaque État présent à Lima ou dans les conférences défend les intérêts de la nation et pas de la planète. Personne ne défend les intérêts de la planète. Je le dis de M. Jean Mann, que j'ai vu la dernière fois à Varsovie. Eh bien, écoutez, ce qui est très frappant, c'est que les entreprises sont en avance sur les gouvernements. Voilà la situation actuelle. Le 23 septembre dernier, à New York, il y a eu un espèce de sommet organisé par Ban Ki-moon, dans lequel un certain nombre d'annonces tout à fait spectaculaires ont été faites. D'abord, des investisseurs se retirent du carbone. C'est un mouvement historique, c'est très frappant. La fondation Rockefeller, donc c'est quand même les descendants du Rockefeller du pétrole, a décidé de renoncer au carbone et au pétrole. Elle n'investira plus dans le pétrole. Un certain nombre de fonds de pension décident de se retirer progressivement également du carbone et notamment du charbon. Une société allemande, E.ON, vient de dire
je passe toutes mes centrales par profits et pertes. Le gouvernement suédois a demandé à l'entreprise Vattenfall, voulez-vous fermer vos lignes de lignite, s'il vous plaît, etc. Donc, si vous voulez, on est en train d'assister à une espèce de changement très important, et notamment dans la mobilisation des entreprises, alors que les gouvernements patinent et ont beaucoup de peine à répondre à l'urgence de la situation. L'année prochaine, donc, à Paris, aura lieu la COP. Vous savez ce que ça veut dire, COP? COP, ça veut dire, c'est de l'anglais. C'est très agréable de pouvoir parler français, d'ailleurs, tiens. Ça veut dire Conference of the Parties, c'est ça que ça veut dire. Donc, il n'y a rien de mystérieux, c'est la conférence des États partis à la Convention. Donc, on va avoir la COP 21. Qu'est-ce que ça veut dire, la COP 21? Ça veut dire que ça fait 21 ans qu'on discute et qu'on n'arrive à rien. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, voilà, c'est quand même terrible, quoi. C'est-à-dire qu'on discute, et pendant ce temps-là, la pente des émissions ne cesse d'augmenter. Et la situation géopolitique a complètement changé. Puisque au XXe siècle dernier, c'était les États-Unis, l'Europe, le Japon, enfin les pays développés du XXe siècle qui étaient les principaux responsables des émissions. Aujourd'hui, la Chine caracole en tête très largement, et ce sont les pays en développement qui, comme ils se développent bien entendu, et comme ils se développent en utilisant encore les combustibles fossiles, c'est eux qui envoient le plus de gaz à effet de serre. Et donc, c'est très très difficile dans la géopolitique de parvenir à un accord, si vous voulez, notamment parce que beaucoup de pays en développement disent, mais enfin vous, les pays développés, vous avez commencé comment? Vous avez commencé avec du charbon, du pétrole et du gaz, vous n'allez pas nous donner la leçon à nous. Nous aussi, c'est à notre tour de nous développer, etc. Et tandis que vous, les pays développés, peut-être vous allez montrer l'exemple. Alors Bernard, tu montres l'exemple, c'est bien. Voilà. C'est donc en effet capital maintenant que les entreprises des pays développés montrent l'exemple. C'est possible, bien entendu, on peut se développer sans forcément utiliser les combustibles fossiles. Les assurances ont expliqué que les coûts des catastrophes naturelles avaient doublé dans les 20 dernières années. Donc les assurances disent on va commencer à ne plus assurer. Excusez-nous, si vous ne prenez pas des décisions à caractère politique pour lutter contre le changement climatique, nous, on ne va pas perdre de l'argent sans arrêt comme ça avec les catastrophes climatiques. Donc si vous voulez, il y a un changement en ce moment. Même les pétroliers ont pris des initiatives. Les pétroliers ont décidé progressivement de passer au gaz naturel. D'ailleurs, c'est assez frappant. Et en disant, il y a au moins une chose qu'on peut faire, c'est on peut remplacer le charbon par le gaz naturel là où on peut le faire, etc. Donc il y a une stratégie, si vous voulez, dans les entreprises qui est tout à fait remarquable et qui est en avance sur ce que font les gouvernements. Vous-même, dans vos entreprises, vous courez des risques. J'étais à Lima ou à New York, mais j'ai entendu dire qu'il y avait quand même pas mal d'événements climatiques et des intempéries exceptionnelles dans le midi de la France. Et donc, il faut que vous sachiez que les inondations sont sans doute le risque principal que vous allez courir désormais si vos sites sont trop près du fond de la vallée ou autre. Le Royaume-Uni a connu des inondations catastrophiques et ils ont réussi à sauver Londres tout simplement en envoyant l'eau ailleurs. Enfin, ils se sont débrouillés pour que l'eau n'aille pas à Londres ou noyer Londres. Les inondations deviennent de plus en plus graves. Bangkok, etc. Tout ça, c'est très grave. Parce que la chaleur, l'énergie qu'il y a dans l'atmosphère va contribuer d'abord à évaporer plus d'eau, donc à assécher là où ça évapore, et ensuite à renvoyer tout ça sous forme de pluie torrentielle un petit peu au hasard. Donc le premier risque qui est celui de l'eau, la première conséquence du changement climatique pour les implantations, pour les infrastructures, pour les usines, pour les entrepôts, c'est le risque d'inondation. Et ça veut dire qu'il faut prévoir, quand vous installez quelque part, il faut prévoir de mettre les prises électriques en haut, il faut mettre les choses sensibles au premier étage, enfin, il faut enlever les toxiques, etc. Donc tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes qu'il faut savoir. Ça veut dire aussi que dans le midi de la France, les feux de forêt, par exemple, risquent de prendre de l'ampleur si on ne fait pas attention. Parce que la Méditerranée est une zone particulièrement sensible. Le climat de l'Afrique du Nord va monter en quelque sorte dans le sud de la France et vous allez avoir, indépendamment des problèmes que vous pouvez avoir avec des intempéries, les infrastructures, ça va coûter cher de les réparer. Ça veut dire que vous pouvez avoir une rupture logistique dans les approvisionnements, vos fournisseurs. Voilà les risques que vous allez courir dans un monde où, comme il fait plus chaud, il y a plus de moustiques, il y a la dengue qui monte, etc. Il peut y avoir des avantages en Sibérie. Bon, il n'y a pas que des inconvénients. La Sibérie pense qu'elle pourra faire du blé un peu plus au nord, mais dans l'ensemble, les conséquences ne sont pas bonnes parce que ça va beaucoup trop vite. Voilà, ça va beaucoup trop vite. La nature ne peut pas s'adapter à ce rythme-là. Les arbres, par exemple, ils n'y arrivent pas. Donc, il faut les aider en quelque sorte. Donc, la situation, si vous voulez, est particulièrement grave.
elle est l'équivalent d'une catastrophe géologique, si vous voulez. C'est à peu près ça. Il y a même des gens qui disent c'est un autre monde que nous sommes en train de construire, un monde très différent, qui soit beaucoup moins hospitalier qu'il ne l'était. Donc voilà la situation. Mais bien entendu, ce sont les lois de la physique. Ça n'a rien de. C'est tout simplement parce qu'on envoie de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ça vient de quoi? Vous le savez, ça vient du combustible fossile. Voilà. Donc, il n'y a aucun doute à ce sujet, il faut quitter les combustibles fossiles. Il faut sortir de l'ère des combustibles fossiles. Ce qui est très facile à dire et très difficile à faire. Et sortir de l'ère des combustibles fossiles, ça veut d'abord dire économiser, bien entendu, économiser. Ça veut dire qu'il faut mesurer, ça veut dire qu'il faut savoir comment vous chauffez, comment vos collaborateurs viennent à l'entreprise, ils viennent en voiture, ils viennent comment, ils viennent en bus. Et il faut additionner tout ça, ça s'appelle l'empreinte carbone. Toutes les entreprises, toutes les collectivités locales, tout le monde doit faire son empreinte carbone et vérifier comment il peut économiser l'énergie. Et puis, éventuellement, à la fin, substituer la source d'énergie fossile à une autre. Ceux qui vont gagner de l'argent aujourd'hui sont ceux qui font économiser et pas ceux qui vendent plus. Ah, voilà la vérité. Ça s'appelle le négawatt. Et vous avez maintenant des pays qui, lorsqu'ils ont un problème d'énergie, ou pas assez d'électricité ou autre, ils convoquent les entreprises et ils disent, voyons, comment on peut faire? Est-ce qu'il faut une nouvelle centrale ou est-ce qu'au contraire, on peut y arriver en économisant l'énergie? Donc, il y a une espèce d'incitation maintenant réglementaire, législative, à faire les choses autrement et à économiser autrement. Et puis, vous avez un risque réglementaire. Ceux qui sont dans le charbon, par exemple, ils ont un très gros risque. Ils ont un risque de voir leurs atouts, enfin leurs assets, comme on dit ça, leurs atouts, tout d'un coup, rayés, quoi. C'est terminé. Par exemple, à Lima, il y avait donc des réunions d'investisseurs, il y avait les fonds de pension suédois et les fonds de pension américains et autres. Alors le fonds de pension suédois a dit, nous en 2050, on n'aura plus de carbone dans notre portefeuille. Et le fonds de pension américain disait, nous, on n'en est pas encore là. En revanche, on change les directeurs. On joue notre rôle d'actionnaire et on change les directeurs quand on n'est pas content parce que le gars, il met notre argent en péril en ayant trop d'investissements charbonniers ou autres. Donc, si vous voulez, il faut le savoir, c'est en train de changer voilà, en ce moment devant nous. Et donc, le risque réglementaire, quasiment, c'est le plus important. Donc, il faut se fixer des objectifs à long terme et il faut substituer le gaz au charbon, le bois au fossile. Le bois, c'est formidable en France. Vous savez qu'en France, on utilise plus d'énergie renouvelable qu'en Allemagne. Ça ne se sait pas beaucoup. Mais parce qu'en Allemagne, on parle surtout des éoliennes et du solaire, donc la voie électrique en quelque sorte. Mais en France, la première des sources d'énergie, c'est le bois. Bah, oui, il se trouve qu'on a beaucoup de bois, on a aussi pas mal d'hydraulique parce qu'on a du relief. Et le bois, c'est une source d'énergie tout à fait utilisable puisque ça se renouvelle si vous replantez. Et bien entendu, les renouvelables. Aucun doute qu'en 2050 ou après 2050, sans doute, on sera 100% renouvelable. On sera 100% renouvelable. On aura même sans doute, on sera passé au-delà du nucléaire. Le nucléaire, on en a besoin pour l'instant pour faire la transition en quelque sorte. Et puis ça a l'avantage de ne pas envoyer de carbone. Ça a d'autres désavantages en quelque sorte. Mais non seulement on passe au renouvelable, parce que le coût des renouvelables descend, mais aussi tout simplement parce que c'est une autre forme, c'est un autre modèle économique. Alors qu'on avait des centrales qui ensuite envoyaient leur source d'énergie, leur énergie à tout le monde. On a au contraire une énergie distribuée, un petit peu, ça me suffit, chez moi, etc. etc. Tout ça, ça s'interconnecte. Et on a cet extraordinaire... Ça marche à moitié. C'est-à-dire que l'énergie devient smart. Hein. C'est-à-dire que, comme c'est ce que vous disiez, on peut savoir si vous êtes dans la pièce ou pas. Avec votre téléphone portable, vous pouvez, avec votre portable, donner l'indication où vous êtes, et quand vous arrivez à la maison, tout d'un coup, votre portable s'arrange pour que le chauffage se mette en route, etc. etc. C'est extraordinaire. Bref, le monde de demain et vos entreprises, c'est ça. C'est la pénétration progressive du big data, des données, de la gestion intelligente de tout ça. C'est le fait que vous pouvez chauffer, comme dans le bon vieux temps, on allumait la cheminée dans la pièce où on allait. On disait, Fernand allumait la pièce. Maintenant, ça se fait avec de l'électronique, la domotique, etc. Tout ceci rend les choses beaucoup plus simples. C'est le réseau intelligent, c'est le compteur double face, c'est le fait que chaque consommateur d'énergie pourra aussi être producteur, s'il met
par exemple, du photovoltaïque sur sa maison, etc. C'est le fait que même sa voiture, même Renault maintenant est en train de réfléchir à construire une maison pour la voiture. Donc Renault pourrait devenir constructeur de maison parce que la voiture peut se brancher avec sa batterie sur le réseau et vous pouvez vendre votre énergie au moment où il y a un pic, où ça coûte cher, et au contraire, charger votre voiture et votre batterie quand il s'agit d'un courant qui n'est aux heures creuses, quoi. Donc tout ceci est en train de se faire et vous avez cette nouvelle révolution qu'on attend, que General Electric glorifie ou d'autres, qui est la connexion, l'Internet des objets. Non seulement les personnes aujourd'hui sont reliées à Internet, mais bientôt ce sera les objets. Ce sera votre réfrigérateur, votre ceci, votre cela, et votre système pourra le gérer à votre maison. Votre maison pourra parler, elle pourra dire j'ai une fuite, moi là-haut, je la sens, il fait froid, etc. Donc tout ceci est en train de se mettre en ce moment et c'est très important évidemment pour économiser l'énergie et passer d'une source d'énergie à l'autre parce que comme vous le savez, les renouvelables pour l'instant il en faut beaucoup dans un réseau interconnecté à l'échelle européenne il faut qu'il y ait toujours du vent quelque part. S'il n'y a pas de vent, comment on fait? Il y a pour l'instant la nécessité d'avoir quelque chose derrière qui fait ce qu'on appelle le backup. Si jamais il n'y a pas de vent, on envoie une centrale à gaz ou autre pour compenser en quelque sorte l'intermittence, mais progressivement on arrive à faire beaucoup mieux, on arrive à effacer. Vous décidez par exemple que votre machine à laver, vous êtes prêt, si le gestionnaire du réseau vous le dit, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît de telle heure à telle heure arrêter votre machine à laver? Bien sûr, elle se fera et on efface en quelque sorte la consommation d'un endroit pour la permettre et pour équilibrer le reste. Donc, si vous voulez, c'est en train de se faire en ce moment. Et donc, on a des outils de plus en plus importants pour parvenir à ça. Le bâtiment, c'est exceptionnel. Le bâtiment devient maintenant une activité à valeur ajoutée exceptionnelle, de plus en plus importante, puisqu'on change les matériaux, puisque maintenant, on a des bâtiments à énergie positive, et puisque même maintenant, vous avez de nouveaux modèles où un certain constructeur, par exemple, va dire à la collectivité, je vous vends une école, mais dans 70 ans, je récupère les matériaux qui sont à moi pour l'économie circulaire, etc. Donc, tout ceci est en train de se mettre en place, une espèce d'invention où le problème juridique d'ailleurs devient le plus important parce que comment est-ce qu'on invente des contrats comme ça, comment est-ce qu'on peut s'adapter à cette réalité et notamment au fait que de plus en plus on va partager les choses. On partage par exemple les bureaux, de plus en plus maintenant on a des endroits où on peut venir et on partage un bureau pendant un certain temps, on n'est pas obligé de se déplacer, etc. Donc toute cette nouvelle mode, cette nouvelle manière de travailler, de s'organiser, ça va réclamer de nouveaux métiers, ça va réclamer de nouvelles sociétés. Par exemple, la maison de demain, et comment est-ce qu'on l'isole, comment est-ce qu'on travaille, il nous faut quelqu'un qui soit une espèce de conseiller, une espèce d'ami qui nous explique comment il faut faire, les combles, le relier à l'informatique. Il faut qu'il ait la plomberie. Aujourd'hui, par exemple, on peut récupérer la chaleur des eaux usées. C'est progressivement dans les villes de demain. Il y a des sources d'énergie qui sont fatales et sur lesquelles on peut se servir, on récupère ça, etc. Vous avez même maintenant de plus en plus des chaufferies collectives avec des tuyaux et vous avez par exemple, même au Danemark vous avez comment on appelle ça, des panneaux solaires qui récupèrent la chaleur du soleil, chauffent l'eau ensuite du circuit de chauffage urbain, etc. Donc énormément d'innovations auxquelles on ne pense pas et comme le disait le président, beaucoup de choses qui sans doute vont arriver au fur et à mesure, mais qui vont nous permettre à la fois de répondre aux défis du changement climatique et de créer des emplois, des opportunités, des métiers complètement nouveaux. La ville de demain, ça va être sans doute l'acteur principal et l'alliance entre les entreprises qui rendent service à la ville et la ville, ce sera sans doute l'acteur principal du changement. Parce que les États, comme je vous l'ai dit, n'y arrivent pas. Les États défendent trop d'intérêts nationaux. Les politiques, ils ont leur prochaine élection dans les 3 ans, ils pensent qu'à ça. Tandis que les villes se projettent dans l'avenir bien plus longtemps. Elles pensent à leur attractivité, elles pensent à la qualité de la vie, elles pensent également à la facture d'énergie. Et donc, de plus en plus, les villes deviennent elles-mêmes smart, c'est-à-dire que le train arrive en même temps, que l'autobus va partir après, il l'attend, etc. Tout ça, c'est organisé, les feux rouges, etc. Il y a vraiment maintenant, je pense, du côté en quelque sorte de la ville et de l'urbanisme, une manière de faire
qui passent les frontières. Les villes maintenant s'organisent pour faire des achats en commun. Alors donc quand elles font des achats en commun, elles créent un marché beaucoup plus grand pour avoir par exemple des tramways qui fonctionnent à l'hydrogène ou autres. Et donc, c'est complètement nouveau, ça dépasse en quelque sorte l'autorité, en quelque sorte, réglementaire des gouvernements. Donc, voilà ce qui est en train de se passer en ce moment. Bien entendu, les transports, c'est la même chose. Vous voyez bien maintenant de plus en plus autour de vous les voitures électriques. Un exemple parfaitement remarquable, c'est l'aviation. L'aviation, quand vous faites un avion, c'est pour 30 ans. Donc, il faut savoir ce qui va se passer dans 30 ans à peu près. Et l'intérêt de l'aviation, c'est évidemment, comme l'intérêt des défenseurs de l'environnement, de consommer de moins en moins d'énergie. Donc l'aviation a pris les devants, a passé des accords, a dit on va réduire notre consommation d'énergie de 1,5% par an. À partir de 2020, on va complètement mettre un plafond à nos émissions. Si on dépasse, on va créer une espèce de compensation, on va défendre de la forêt ici, on va contribuer à des projets de développement bas carbone ailleurs. Et donc, l'aviation devient en quelque sorte un moteur d'innovation et bien en avance aussi également sur les gouvernements. L'agriculture, par exemple, et les sols. Là encore, c'est un parent pauvre. L'agriculture en France, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre à cause des engrais, à cause des tracteurs, tout ça. Eh bien, une nouvelle agriculture se met en place et notamment, elle respecte particulièrement les sols parce que les sols est un endroit où on peut mettre du carbone, on peut stocker. Et donc, il y a là aussi tout un domaine d'innovation nouveau pour l'agriculture, pour les produits nouveaux. Et comme breton, je dois vous dire une chose très importante, manger des huîtres. Pourquoi je vous dis de manger des huîtres? Parce que l'huître stocke le carbone dans sa coquille pendant longtemps. Alors, parce que je dis ça parce que vous savez, on dit souvent qu'il faut manger moins de bœuf, moins de viande. C'est un peu triste de dire ça. Mais moi, je vous dis, manger des huîtres, c'est positif et c'est excellent pour la lutte contre le changement climatique. Même les sociétés de distribution, par exemple Carrefour, Walmart, Tesco, les plus grandes compagnies de distribution passent des alliances ensemble. C'est quand même tout à fait neuf. Il y a une espèce de diplomatie des entreprises pour refuser de vendre des produits ou des objets en bois issus de coupes illégales. Pourquoi? Parce que la déforestation contribue également au changement climatique, puisque le bois stocke le carbone, et plus il y a d'arbres, si vous voulez, sur pied, plus il y a de carbone stocké qui n'est pas envoyé dans l'atmosphère. Donc ces grandes entreprises, ces grandes sociétés commencent à travailler ensemble et à essayer en quelque sorte de réduire le gaspillage, à vendre maintenant des produits qui sont certifiés, des poissons certifiés, donc la certification devient un des enjeux de la consommation de demain. Beaucoup de ces entreprises passent un accord avec une ONG, par exemple, ce qui est nouveau. Donc, il y a un travail qui se fait, une confiance qui s'établit entre les associations et les entreprises, par exemple le VVF, etc. Et tout ça, c'est tout à fait excellent et tout à fait positif. Et puis, les tout dernières choses absolument exceptionnelles et extraordinaires que j'ai vues, c'est dans le domaine de l'industrie, donc cher à Monsieur le Président, une société en Islande. Elle récupère le gaz carbonique, qui est notre problème, de la cimenterie voisine. Elle ajoute de l'hydrogène issu du craquage de la molécule d'eau. Elle fait un carburant qui s'appelle du méthanol. Si elle fait ça, cette société donc, qui en quelque sorte résout le problème avec un déchet en le transformant en ressource, c'est évidemment parce qu'en Islande, il y a beaucoup d'énergie gratuite. La géothermie. Il y a des volcans. Et donc, avec la chaleur volcanique, elle arrive à casser la molécule d'eau et à récupérer l'hydrogène. Mais quand même, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce n'est pas impossible. Ça veut dire qu'on peut résoudre le problème, non pas simplement en essayant de stocker le gaz carbonique dans des trous, mais on peut récupérer le gaz carbonique et le transformer en carburant. Si on arrivait à faire ça à l'échelle du monde, ce serait formidable. On commencerait à régler le problème. Et donc, la chimie du carbone, ça peut se faire aussi à partir du CO2. Le CO2, le gaz carbonique, c'est du carbone. Et donc, progressivement, si on arrivait à trouver les mécanismes économiques qui permettent de recycler le CO2, de le transformer en carburant, en quelque chose d'utile, mon Dieu, mais on change la face du monde. Et donc, tout ça, c'est possible, c'est devant nous. Et donc, vous savez ce que disait, il y avait un type qui s'appelait Yamani, qui était un cheikh, qui était le responsable de l'OPEP dans les années 72. Alors évidemment, ils n'étaient pas nés tous, mais quand même, ce gars, Yamani, il a dit quelque chose d'extraordinairement drôle, et je le répète souvent, il a dit « L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre ». C'est vrai quand on y pense, hein, il y a beaucoup de pierres.
L'âge de pierre s'est arrêté parce qu'on a trouvé mieux. Eh bien, l'âge des combustibles fossiles, ça sera pareil. Il va s'arrêter parce qu'on aura trouvé mieux. Et c'est en ce moment que les choses se passent. C'est en ce moment qu'elles se passent également, donc je vois à Nice. Hein. Elles se passent un petit peu partout. Et donc, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que il y a énormément d'opportunités à faire, non seulement en France, mais également à l'étranger. Parce que bien entendu, quand les Français, quand l'industrie française, quand les PME françaises, dans le bâtiment, dans l'énergie, dans les transports, dans la chimie, auront trouvé toutes ces recettes et ces pratiques et ces méthodologies et ces process pour lutter contre le changement climatique, elles les vendront partout dans le monde. C'est ça la vérité du changement climatique. C'est ça que veulent la plupart des pays. Ils veulent des techniques nouvelles et ceux qui vont gagner sont évidemment ceux qui les vendront. Donc, chers amis, je pense que le plus intéressant, le mieux de tout ça, c'est quand même des questions et des réponses, qu'on s'engueule un peu ou qu'on soit content. Et on peut s'engueuler sur un point très important, qui est le prix du carbone. À New York, 70 pays et je ne sais combien d'entreprises ont signé un appel en disant, écoutez, on n'arrivera à rien si on n'a pas un prix au carbone. Le prix du carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on jette des papiers gras par terre, on peut avoir une amende. Quand vous envoyez votre gaz carbonique dans l'air, comme produit fatal de la combustion des combustibles fossiles, il ne se passe rien. Vous n'avez pas de garde champêtre qui vous dit « Hé les gars, vous avez mis du CO2 dans l'air, vous êtes en train de foutre en l'air la planète ». Donc, Monsieur le Président, nous sommes là dans un domaine extrêmement sensible qui est celui de la fiscalité ou qui est celui du marché des crédits de carbone, etc. En Europe, nous avons le système ETS. Donc, nous avons pour les grandes entreprises, notamment les plus polluantes, nous avons un système qui fait qu'il y a un prix au carbone donné par une obligation de réduction annuelle des émissions et la possibilité d'échanger des crédits entre les entreprises. Par exemple, vous avez le droit d'acheter des crédits de réduction à d'autres. Mais pour les autres, non. Et nous avons eu cette affaire extrêmement triste et tout à fait scandaleuse, à mon avis, de la taxe carbone. D'abord parce que c'est idiot d'appeler ça une taxe carbone. Moi, si j'étais au gouvernement, je n'aurais jamais appelé ça comme ça. Ensuite, parce que si on veut changer la fiscalité, ce n'est pas un seul truc. Ce n'est pas un seul point, c'est la totalité de la fiscalité et c'est un chantier de gouvernement pour toute une durée de mandat de gouvernement. Ensuite, quand on passe contrat avec une entreprise, on ne casse pas le contrat en disant débrouillez-vous et en envoyant des gens au chômage. Donc cette affaire est tout à fait désastreuse, alors que la question qui est derrière, qui est la question de savoir quel est le prix qu'on donne au carbone de manière à ce que toutes les sources d'énergie deviennent plus vite compétitives, est une question extrêmement importante sur laquelle la plupart maintenant des plus grandes entreprises mondiales sont d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose. Elles sont d'accord pour dire qu'il faut un prix au carbone, mais elles ne disent pas lequel, c'est ça le problème. Hein. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais il faut y réfléchir. Nous n'arriverons jamais à faire triompher la totalité, assez rapidement les énergies renouvelables si nous ne mettons pas un prix au carbone, si nous ne nous mettons pas d'accord à l'échelle internationale pour avoir un prix au carbone. Un prix du carbone. Aujourd'hui, nous avons un prix du baril de pétrole. Il s'impose à tout le monde, on ne peut pas faire autrement, mais nous n'avons pas de prix du carbone. Les entreprises voudraient un prix universel du carbone qui s'applique à tous, de manière à ce que la compétition soit équitable. Voilà, chers amis, rapidement, les opportunités et les difficultés des entreprises pour lutter contre le changement climatique et pour éviter en quelque sorte les principaux dégâts du changement climatique. Je pense que le mieux ce serait de passer aux questions et réponses. Bernard a parlé de l'économie verte en général, la fonctionnalité, les ressources. Bon, c'est très bien, c'était beaucoup plus vivant en quelque sorte et beaucoup plus concret que moi. Moi, je suis juste de retour de Lima en vous disant voilà où nous en sommes. Ce sont les entreprises qui mènent et les gouvernements qui suivent. Merci beaucoup. Eh bien, un très grand merci, Monsieur Lalonde. Je crois que le président Klenov veut rebondir. Non, je voudrais, normalement, après une intervention comme ça, si on était des gens bien élevés, on vous dirait merci, Monsieur le ministre. Mais moi, je voudrais dire merci à Bernard. Parce que Bernard, en fait, nous a fait venir ce soir Brice Lalonde, et je ne suis pas en règle générale très friand de compliments, mais qui est un mec bien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce qu'il a arrêté la politique. Ensuite, il a compris tout de suite qu'on était une chambre d'industrie et de commerce. Et puis, une des premières phrases de ses propos, ça a été de nous dire « les entreprises sont en avance par rapport au gouvernement ». Nous, il y a longtemps qu'on le sait, on en est persuadé et c'est une partie de notre combat quotidien. Puis à la fin, vous avez fini en parlant de fiscalité
Et je voudrais juste vous donner un petit exemple. Vous avez remarqué que je regarde mon téléphone sans arrêt parce qu'il y a des débats à l'Assemblée nationale qui nous concernent aujourd'hui. Et il y a un député qui m'a envoyé un petit commentaire en me disant « Oui, j'ai porté la question, mais dommage qu'on ait en face de nous des autistes. » Et c'est un député de la majorité actuelle. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Et ce que vous nous avez raconté ce soir, alors d'abord ça conforte Bernard dans ce qu'il a choisi de faire dans son entreprise. Ça conforte, je pense, les acteurs de notre territoire aujourd'hui qui sont impliqués avec notre Chambre de commerce et d'industrie dans cette RSE. Et puis ça apporte quand même quelques questions. Et moi je vais commencer, et puis c'est mon privilège, par poser la première. Comment se fait-il qu'avec Kyoto, avec Lima, avec l'année prochaine ce qui va se passer à Paris, avec les prises de position des organisations mondiales, nos gouvernants, nos dirigeants ne prennent pas conscience de la réalité des choses et que rien ne se mette en place réellement. Alors c'est vrai, il y a une taxe carbone, c'est pas le bon terme, on fait des bricoles, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, rien ne se passe qui aille dans le sens de ce développement soutenable dont on a besoin, alors pas forcément pour nous, mais peut-être pour nos enfants? Je ne sais pas. Je crois que... Non, je ne sais pas. Les problèmes de la dimension du changement climatique et les questions qui concernent vraiment toute la planète, ce sont des questions complètement nouvelles. Parce qu'avant, l'homme était tout petit, si vous me permettez, et la planète, elle était très grande. Quoi que pouvaient faire les humains, la planète n'en souffrait pas. Ce n'est que depuis très peu de temps que nous avons ces problèmes de dimension planétaire. Et l'humanité est organisée en États souverains, avec la règle qu'il ne faut pas aucune ingérence. Chaque État est souverain. Aux Nations Unies, chacun a une voix. Et bien, ce système-là ne peut pas régler les problèmes de la planète. Voilà, ce système-là est impuissant à régler les problèmes de la planète. Il est parfaitement excellent pour régler les problèmes des États. Et encore, le monde devient de plus en plus interdépendant, globalisé, donc ça devient difficile même pour les États de gérer leurs propres affaires. Mais pour ce qui concerne la planète, ils n'y parviennent pas. Donc il faudrait une espèce d'élan. Il faut inventer quelques politiques pour ces problèmes-là, comme si la planète Terre était un seul pays. Comme si la planète Terre était un seul pays. Ça commence tout juste à se dessiner. Et puis, pour être très franc, la plupart des États disent « commence-toi, t'as qu'à commencer toi, je le ferai pareil ». Mais donnent comme instruction à leurs négociateurs « Oh, surtout ne lâche rien tant que les autres ne font pas un premier pas ». Donc personne ne lâche rien et ça dure depuis très longtemps. Le système des négociations climatiques est devenu un tel cirque, tellement compliqué, tellement immense, avec des mots incompréhensibles, que les ministres eux-mêmes en sont effarouchés et laissent les négociateurs faire les choses. Et il faudrait vraiment que les chefs d'État interviennent. Parce que, franchement, Monsieur le Président, l'avenir de l'humanité sur cette planète, est-ce que ce n'est pas une affaire de chefs d'État? Pourquoi est-ce que c'est laissé à des espèces de négociations interminables dans lesquelles les politiques n'interviennent pas ou à peine? La principale raison, elle est là. Et la seconde raison, c'est que tout le monde a peur en se disant « Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce qu'on peut se développer sans utiliser le pétrole, le charbon ou le gaz naturel ?» Voilà, c'est ça qui fait peur. La plupart des gouvernements voient ça comme un fardeau et non pas comme une opportunité. Or, il y a un monde nouveau qui est en train de se créer. Les gagnants seront ceux qui se seront lancés les premiers là-dedans, quoi. Merci beaucoup. Donc, on va reprendre le cours, parce qu'on n'était pas encore en fait aux questions-réponses. Donc, je vais juste faire une toute petite aparté. Alors, merci tout d'abord de ces paroles positives qui, je pense, ont été vraiment reçues par l'ensemble des personnes ici. C'est vrai que ça donne des perspectives nouvelles. Vous avez parlé d'innovation, vous nous avez raconté comment on arrive aujourd'hui, même à partir de déchets, arriver à produire de l'énergie. J'ai pensé à la Yugad, à l'innovation frugale, qui est venue défendre ici à Cannes Naviraju l'année dernière dans une conférence. Donc voilà, je pense qu'en termes d'opportunités, vous redonnez de l'allant à beaucoup de projets, à beaucoup de personnes. Alors avant de passer aux questions-réponses, et nous en avons déjà pas mal qui viennent de nos internautes, vous êtes ici également, donc à l'invitation de Bernard Alfandari, mais pour quelque chose de spécial, parce que vous allez pouvoir maintenant remettre à Bernard Alfandari le prix
de la meilleure première communication sur le progrès du Global Compact France. Ce prix vous a été attribué en mai 2014 à l'occasion de l'Assemblée générale du réseau France du Global Compact, donc à la société Resistex. Petit aparté, le jury était présidé par Brice Lalonde, qui vous remet ce soir le prix. La boucle est bouclée. Messieurs, je vous en prie. Je pense qu'on peut applaudir la société Resistex. N'hésitez pas à vous retourner vers les photographes encore à nouveau. Je crois qu'on avait Laurent qui voulait prendre une petite photo. Non, c'est bon, tu as tout. Bien. Mesdames, messieurs, vous avez tout écouté, tout entendu. Je vous ai vu acquiescer, opiner du chef, bouger. C'est maintenant votre temps de questions-réponses. On va commencer, on va alterner questions-réponses de la salle et des internautes. Marianne Bernasconi de la société Estrelab. En fait, j'aurais deux questions, 2 points pour Brice Lalonde. Donc, vous avez beaucoup parlé d'innovation technologique, d'objets connectés, de big data, de data, etc. C'est vrai que c'est le futur. Mais comme il a été mentionné aussi, pardon, il y a d'autres innovations qui s'appellent les innovations low-tech et tout ce qui est open source et qui aujourd'hui amènent énormément de solutions qui peuvent se diffuser très rapidement, qui peuvent être fabriquées par n'importe qui dans un Fab Lab ou même en plein désert avec très peu de matériaux. Donc est-ce que ça c'est pris en compte? Parce que je pense qu'on peut avancer très vite contre le réchauffement en utilisant ces solutions-là. Ça c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement l'innovation technologique, ça crée de l'emploi. Et vous dites que les gouvernements défendent leur nation plutôt que la planète, mais aussi les gouvernements défendent l'emploi plutôt que l'environnement. Donc est-ce que c'est pas aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas le temps aujourd'hui de réinventer l'emploi, de réinventer la façon de générer des revenus pour les citoyens, et je pense notamment aux revenus de base, aux monnaies complémentaires, etc. Donc est-ce que ces sujets-là sont aussi traités? Merci. Alors, l'innovation low-tech la plus formidable, et quand on voit toutes les villes du monde maintenant se mettent à la location, enfin quasiment la distribution gratuite ou le partage de la bicyclette, c'est extraordinaire de voir les progrès. Donc c'est low-tech, enfin relativement low-tech, et ça marche très très bien. Et même ça devient high-tech maintenant, puisqu'on met des batteries, et les Chinois sont parmi les meilleurs d'ailleurs pour les batteries de vélo, etc. Donc ça c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Par exemple, les sols, si on veut s'occuper des sols, c'est low-tech, hein. Il y a pas on peut mettre beaucoup de gens au travail pour essayer de refaire les sols, de remettre du carbone dans les sols, etc. Donc vous avez parfaitement raison, il y a plein de choses. Il y a même dans les favelas, on met une bouteille en plastique, hop, ça fait de la lumière pendant le jour à l'intérieur de la cave. Il y a 1000 et 1000 exemples. Le problème toujours, c'est de répertorier, diffuser, de faire connaître. Donc, il y a un certain nombre de sites internet où ces recettes, ces savoir-faire se diffusent un petit peu partout. Mais ça ne va jamais assez vite, si vous voulez. Et quant au reste, je ne sais pas. L'emploi, je ne serai pas de ceux qui disent la solution miraculeuse, on va créer 10 millions d'emplois. Je ne sais pas, pour vous dire la vérité. Je pense quand même qu'il y a une contradiction à un moment donné entre la course permanente à l'automation et l'emploi. Il y a un moment donné, ça me paraît toujours un peu curieux. L'idée générale pour le développement durable, c'est de dire ce qui compte de plus en plus aujourd'hui, ce sont les ressources. Et donc, c'est un petit peu ce que disait donc Bernard, il faut économiser les ressources. Notre système économique a été largement fondé quand il y avait plein de ressources et peu de bras. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a peu de ressources et plein de bras. Et donc, il est vraisemblable que là aussi, les règles, en quelque sorte, de la gestion des entreprises devraient un peu changer, favoriser bien davantage l'emploi, ne faire peser aucune charge sur l'emploi et faire peser les charges, au contraire, sur les ressources, de manière à éviter qu'on en prenne sans arrêt. Je prends un exemple. Si on veut recycler l'économie circulaire, si on veut recycler la totalité des... Eh bien, à un moment donné, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut favoriser le recyclage et défavoriser les produits vierges. Tout produit vierge, à un moment donné, devra être taxé pour qu'au contraire, on favorise les produits de recyclage. On n'y est pas encore, mais ça vient progressivement, parce que si vous voulez, les ressources deviennent de plus en plus rares. Regardez, même pour les éoliennes, il y a des terres rares. Les terres rares deviennent comme leur nom l'indique, sont de plus en plus rares, etc. Personne n'y échappe nulle part. Et il n'y a que les énormes pays comme la Russie, si vous voulez,
qui ne voient pas les limites, ou même le Brésil, ou même les États-Unis, ils sont encore dans l'idée qu'il n'y a pas de limite. Mais de plus en plus, les autres pays, ou les Japon, les pays européens, font attention aux ressources. Et donc la question de l'emploi, ça ne viendra pas uniquement d'un changement, ça viendra aussi d'un changement dans la manière d'avoir la fiscalité, les charges, etc., etc. Et peut-être que ça viendra aussi dans l'idée qu'à un moment donné, les revenus ne défendront pas uniquement de l'emploi, mais sans doute d'un partage du capital d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question des internautes pour vous, Monsieur Lalonde. Donc, Monsieur le ministre, on va dire Monsieur le ministre, ça vous... Non, bah non, ça va, vous l'avez dit. Tout à fait, vous êtes maire de Saint-Briac-sur-Mer. Alors, Monsieur le maire, Monsieur le ministre, Monsieur Lalonde, comme ça on aura tout dit, on est nickel. Question de François, donc internaute qui vous demande, par rapport au parti écologique dont vous avez fait partie... Ah, il ne nous a pas donné son nom de famille. Il n'y a pas marqué H derrière, je ne vois pas. Si c'était la question masquée. Parce que c'est l'anniversaire du pape aujourd'hui. Il a peut-être autre chose à faire que de nous poser des questions sur Internet. Si c'est toi, François, bon anniversaire. Comme ça, on est très bien. Concernant, donc, je pense que c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure de ce que l'on présentait de la carrière politique. L'implication en politique et l'écologie, est-ce possible ou y a-t-il des collusions d'intérêts? Vous avez quitté la vie politique, éclairez-nous. Je pense que c'est une erreur pour les écologistes d'avoir créé un parti. Et c'est une erreur, pourquoi? Parce que quand vous créez un parti, automatiquement les autres partis sont vos adversaires. Et donc vous créez autant d'adversaires de la cause que vous voulez défendre alors que vous voulez la défendre. Donc de mon point de vue, c'est une erreur. L'écologie appartient à tous, c'est une affaire extrêmement importante et elle n'appartient pas à un seul parti. Donc voilà, dont acte. Maintenant, il y a des gens bien partout. Bon, voilà. Et de toute manière, on a besoin de politique. Il faut des décisions politiques, il faut des décisions à caractère politique. Le problème, c'est qu'elles manquent souvent. La politique, c'est quand même quelque chose d'assez noble en principe, qui nous évite de nous tuer les uns les autres pour avoir raison. Ça évite la loi du plus fort. Il y a des règles, etc. Il se trouve simplement que, pour l'instant, la sélection en politique, c'est celui qui se fait élire, quoi. Donc les politiques ne pensent qu'à ça. Et ne pensant qu'à ça, ont tendance à négliger les autres questions. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que c'est une question d'éducation des politiques à l'écologie ? Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut concilier finalement les deux pour que la parole écologique reste portée sur la scène ? Alors, peut-être que les partis écologistes ont en quelque sorte nuit à la parole écologiste. C'est-à-dire que vous savez ce que disait Clémenceau, que la guerre était une affaire tellement importante qu'il ne fallait pas la confier aux militaires. Bon, alors peut-être que l'écologie est une affaire tellement importante qu'il ne faut pas la confier aux écologistes, ou ceux qui sont soi-disant écologistes, qui se disent écologistes. L'écologie, c'est une affaire extrêmement importante et il faut en mettre partout. Voilà, c'est une affaire... Il faut qu'il y ait 20% d'écologie dans tous les domaines de la vie publique parce que la question de la nature, si vous voulez, la question des ressources est une question absolument capitale pour notre avenir. Je ne conçois même pas qu'il puisse y avoir un chef d'entreprise qui ne connaisse pas le cycle de l'eau. C'est absolument capital de connaître le cycle de l'eau. À un moment donné, vous allez vous retrouver dans votre entreprise, vous n'avez pas d'eau, tout d'un coup, vous n'y avez pas pensé. Alors, attendez, il faut savoir comment ça fonctionne. Vous savez bien que si vous n'avez pas d'abeilles, vous n'avez pas d'arbres fruitiers, ou vous avez très peu de fruits, etc. Et donc, l'idée que l'on puisse tout d'un coup considérer la nature comme quelque chose d'absolument donné, que c'est pour vous, que c'est toujours là, que c'est gratuit, c'est absurde. Rien n'est gratuit. Moi, je suis frappé quand j'étais gamin, je prenais ma voiture, que j'allais voir ma maman, il y avait plein d'insectes sur le pare-brise et sur les phares. Aujourd'hui, que dalle, il n'y en a plus. Ça ne gêne personne parce qu'on ne se rend pas compte, on ne connaît pas ça. C'est absolument capital pour notre avenir que nous connaissions la nature et que nous lui mettions un prix économique. Parce que la nature nous donne des choses. Quand vous allez au Costa Rica, alors une partie de développement durable, vous achetez votre bouteille d'eau au Costa Rica. Dans le prix de la bouteille d'eau, il y a le salaire du garde forestier. Parce que s'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'eau. Et donc progressivement, dans la nouvelle économie, on commence à intégrer le prix des services rendus par la nature. Et si vous n'avez pas le prix des abeilles, c'est qu'il faut payer des apiculteurs pour mettre des ruches et il faut peut-être supprimer quelques pesticides qui sont contradictoires. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est très très important. Ça, c'est l'avenir. La nature est sans doute le principal producteur. Quand vous avez dans vos comptes, on dit en général quand on apprend à l'université que l'économie, c'est le travail et le capital. Ah oui, et la nature, on l'oublie.
Et parce que la nature, il faut aussi l'entretenir, la maintenir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une partie des revenus de votre entreprise qui aille à l'entretien du capital nature. Il faut le remettre en état, il faut qu'il fonctionne, il faut que votre terre soit féconde, etc. C'est très très important. On commence à le comprendre en France, donc ça c'est très important. On commence à avoir des entreprises maintenant qui, quand elles font une route, ben, elles plantent 2 arbres quand ils en ont enlevé une. Bon, voilà, ça c'est intéressant. C'est très important pour nos enfants, ça. Il faut maintenir le capital de notre belle France. Très important. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une deuxième question? Oui. Richard Chemla, donc CDMM, donc une association de protection de l'environnement. Merci, Monsieur Lalonde, de cette présentation du monde d'après-demain, qui me paraît, même si c'est toujours difficile d'extrapoler, qui me paraît juste. La question que je vous pose, d'abord j'allais vous poser la première question, puis je ne vais pas vous la poser, parce que je crois qu'on a perdu la course. Est-ce que vous n'avez pas cette impression? Vous avez bien présenté en disant que c'était une catastrophe annoncée, gigantesque. Et moi, depuis 21 ans, c'est vrai, je regarde sur le chemin et je vois qu'on n'avance pas. En tout cas, que les États n'avancent pas. Mais la vraie question, est-ce que vous ne croyez pas que c'est nos gesticulations, la Côte d'Azur, Nice, la France, l'Europe, sur le réchauffement climatique, j'avais les pourcentages, c'est nul, c'est zéro par rapport à la planète, par rapport à la Chine, aux États-Unis, au Canada même. Et est-ce que vous ne croyez pas que le vrai problème qu'on devrait développer, et là on est au cœur de l'industrie et du commerce, parce que c'est eux qui pourront le faire, c'est le dialogue avec les pays émergents qui, dans les années vont venir, c'est eux qui vont provoquer la plus grande montée du réchauffement climatique. Et essayer d'engager le dialogue, comment faire, si ce n'est le faire en apportant, je n'allais pas dire le mot vendre, mais pourquoi pas, des technologies que nous serons capables, nous, de fabriquer, en respectant, bien entendu, vous le savez, tout le côté, si vous voulez, épicritique de leur sensibilité. Oui, mais c'est déjà le cas. Et par exemple, la Chine, qui est devenue maintenant le premier pays économique, la première puissance économique mondiale, elle a dépassé les États-Unis, ou elle est en train de la dépasser. La Chine est aussi... Alors, la Chine, c'est tout et le contraire. C'est aussi le premier pollueur parce qu'il y a beaucoup de charbon et les Chinois sont pris par le vertige de la consommation. Vous allez en Chine, dans les grandes villes, d'abord vous n'y voyez rien parce qu'il y a de la brume, qu'il y a de la pollution. Ensuite, ils ont tous des belles voitures. Enfin, tous ceux qui peuvent se les payer ont des belles voitures. Et ils veulent consommer. Ils mettent la climatisation, il fait très froid. Enfin bon, c'est tout le vertige excessif en quelque sorte. Mais c'est aussi le premier producteur d'énergie solaire, le premier producteur d'énergie éolienne du monde, et sans doute bientôt le premier constructeur de centrales nucléaires du monde. C'est-à-dire qu'eux, ils font tout ce qu'ils peuvent aussi dans tous les sens pour essayer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Ils ont peur du changement climatique, les Chinois. Mais les Chinois ont aussi encore plus peur de tout mouvement social ou politique qui soit dû à la pollution, parce que les Chinois, le peuple chinois commence à se plaindre de cette pollution, commence à se plaindre des malformations d'enfants à la naissance à cause de la pollution, etc. Donc les Chinois sont très conscients de ça et cherchent aussi à être le premier producteur d'énergie propre tout en utilisant encore le charbon. Donc ils le font. Et il y a des choses qui sont tout à fait passionnantes dont on ne peut pas, dont on ne sait pas. Par exemple, nous avons construit le téléphone avec des lignes et des fils un peu partout avant de passer au portable. Tandis que les pays en développement, directement au portable. Donc ils économisent en quelque sorte ce passage par les fils avec des tas de matières. Donc l'idée générale, c'est que oui, en effet, les pays émergents et les pays en développement commencent à se développer. Même l'Afrique maintenant se développe, dans certains pays, se développe assez vite. Et l'idée, c'est, en travaillant avec eux, mais quelquefois eux-mêmes prennent de l'avance, c'est de passer à la nouvelle étape des techniques qui permet d'éviter les erreurs que nous avons faites nous-mêmes. Et ce n'est pas toujours très facile quand on voit, par exemple, les accidents de la route dans les pays en développement et l'absence totale de précautions qu'ils prennent dans le développement automobile, si je puis dire. Mais enfin, donc, vous avez raison, il faut le faire. Merci beaucoup. Juste à signaler, nous avions eu une question sur l'écotaxe, donc vous en avez discuté. Et effectivement, la question c'était comment allier écologie et mesures citoyennes sans que cela apparaisse comme une contrainte supplémentaire. Vous l'avez abordé, mais voilà, je vous ai simplement signalé que nous avions eu la question de Jérôme. Une autre question de Christine, toujours pour vous, Monsieur Lalonde. Une question sur le nucléaire. Vous l'avez évoqué, mais rapidement, puisque vous étiez déjà à l'après-nucléaire. Tel qu'il est aujourd'hui, pour, contre ? Y a-t-il des freins voilà. Comment est-ce qu'on concilie aujourd'hui cette énergie qui est grandement décriée et qui à la fois est présentée comme une énergie incontournable? Quelle est votre vision? Oui, enfin, je pense que pour l'instant, on ne peut pas s'en passer.
on ne peut pas s'en passer. Vous avez 53 réacteurs nucléaires en France, ou quelque chose comme ça. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de pépin. Mais ils vous donnent de l'électricité qui est moins chère et qui est sans carbone. Donc, c'est quand même un avantage. Le nucléaire a évidemment l'inconvénient du risque d'accident, et ça fait toujours très peur parce que c'est la radioactivité, tout ce que vous voulez, et des déchets. Donc, de toute manière, il a un autre désavantage, c'est que les quantités d'uranium, à un moment donné, on aura des difficultés d'approvisionnement, et ça coûte assez cher. C'est long à construire, ça coûte cher. Et déjà maintenant, les éoliennes, ça l'emporte en quelque sorte sur le nucléaire déjà. Vous savez, l'avantage des renouvelables, c'est qu'il n'y a pas de combustible. Quand même pas mal. C'est-à-dire que c'est le coût en capital uniquement que vous avez. Une fois que vous avez construit vos éoliennes ou vos cellules photovoltaïques, coût marginal de production du kilowattheure, 0. Donc, si vous voulez, ça gagne ensuite sur le réseau presque toujours. Donc, le nucléaire, pour l'instant, et je ne pense pas qu'on puisse s'en passer. Mais la question pour les politiques, c'est, bon, si on considère qu'on peut passer au renouvelable à 100%, peut-être que c'est une vue de l'esprit, hein, mais disons à partir de 2050, pas avant. À ce moment-là, la question, c'est les centrales existantes, il faut les faire durer jusqu'à 60 ans et ne pas en construire de nouvelles. Ou alors, vous dites, ah non, ça va durer jusqu'à 2075, alors vous en construisez de nouvelles. C'est un petit peu ça le choix que vous avez devant vous. Et de toute manière, pour le nucléaire, pour les ingénieurs en sécurité, on en aura toujours besoin, parce qu'une fois que vous avez construit vos centrales, et une fois que vous avez décidé de les arrêter, il faudra les démanteler dans 100 ans, ou dans 50 ans ou 60 ans, parce que pour démanteler les installations nucléaires, il faut attendre que la radioactivité décroisse. Donc c'est absurde de dépenser beaucoup d'argent pour les démanteler tout de suite. Il faut attendre et puis ensuite les démanteler. Et par ailleurs, la Chine, l'Inde, etc., construisent des centrales nucléaires. C'est leur tour en quelque sorte, parce que pour eux c'est très important, ils sont très nombreux, donc ils les construisent. Donc il y a encore de l'avenir nucléaire, si vous voulez, dans beaucoup de pays. Si nous décidons, comme l'Allemagne et comme d'autres, d'arrêter, ça ne peut être qu'après 2050. D'accord. Merci pour ces précisions et cette clarté. On va prendre, je pense, les deux dernières questions, une pour la salle et une pour les internautes. Est-ce que dans la salle, vous avez encore une question à poser ? Bonjour, Benoît Dreux. Quelle est l'histoire, Monsieur Lalonde ? Parce qu'on parle beaucoup de 2050. On a vu la présentation de la météo française en 2050 à Lima. C'est une catastrophe, mais j'allais dire une étape. Si on ne règle pas le problème, où va-t-on ? Si on ne le règle pas un peu plus vite que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Pour l'instant, c'est quand même préoccupant. Hein? Pourquoi c'est préoccupant? Parce que la molécule de gaz carbonique que vous émettez dans l'atmosphère, quand vous prenez votre voiture ou quand l'acierie fait de l'acier, etc., au moins 40% du gaz carbonique que vous émettez dans l'atmosphère va rester là 1000 ans. 1000 ans. C'est très stable. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le changement climatique, de toute manière, il est parti. Il est là. Et quoi que vous fassiez, il est là, parce que 1000 ans, ça va rester. Et donc les températures vont s'accroître, la mer va monter, de toute manière, quoi que vous fassiez. Et donc, c'est vrai que c'est préoccupant, notamment parce qu'une grande partie de mes contemporains considèrent qu'il suffit de stabiliser les émissions. Pas du tout. Stabiliser, c'est comme si vous avez une baignoire et le robinet continue à couler. Même si qui coule moins vite, il continuera à couler, la baignoire va déborder. Donc il faut réduire. Et non seulement il faut réduire, mais à un moment donné, il faut extraire le gaz carbonique de l'atmosphère pour le stocker, pour le mettre ailleurs. Voilà la situation, si vous voulez, voilà la réalité. Alors aujourd'hui, il est possible que vraisemblablement, nous aurons un accord à Paris. Je pense que nous aurons un accord à Paris parce qu'il y a quand même intérêt. Tout le monde veut qu'il y ait un accord, même si cet accord est largement insuffisant. Donc on aura un accord pour une augmentation de température de 3 à 4 degrés sans doute, alors qu'il faudrait que ce soit moins de 2. Donc il faudra encore faire des efforts. La réalité de la réalité, c'est que la COP 21, ça sera la suite d'une longue suite de COP, parce que cette affaire est l'affaire du siècle. Cette affaire est l'affaire du siècle, mais ce n'est pas le seul. Et vous compreniez cela. C'est ça la grande difficulté. On parle évidemment beaucoup du changement climatique, mais enfin, il y a aussi la question de la nourriture, la question de l'eau, la question des sols, la question des animaux qui disparaissent et des plantes, la question des océans où il n'y a plus de poissons, où il y a plein de plastique. Enfin, il y a beaucoup de questions. Et justement, ce qu'il faut absolument que nous parvenions à créer, c'est le citoyen
de demain. C'est le citoyen qui soit conscient de tout ça. C'est le chef d'entreprise qui sait tout ça, qui sait relier les choses les unes aux autres, qui sait qu'on ne peut pas lutter contre le climat en détruisant les animaux, par exemple, ou des choses comme ça. Alors que jusqu'à présent, dans la politique, on a saucissonné le monde. On a saucissonné le monde. Alors on a dit, tiens, on va régler la question de la couche d'ozone. Très bien, réglons la question de la couche d'ozone. Et alors on a en effet... C'était un grand succès. On a sauvé la couche d'ozone, je pense. Il n'y avait pas beaucoup de producteurs, Atochem, Dupont de Nemours, etc. Mais on a remplacé les gaz qui détruisent la couche d'ozone par des gaz qui contribuent au réchauffement climatique. Parce que ce n'est pas la même convention, découpage en tranches de saucisson. Et de la même manière, il y a des gens qui vont lutter contre le changement climatique en plantant des eucalyptus partout, ça pousse vite. Ah oui, mais et la biodiversité alors? Ah, ce n'est pas la même convention, c'est une autre, etc. C'est ça qu'il faut, il faut lutter contre ça. Il nous faut des citoyens conscients de la totalité du monde, quoi, et qui se sentent solidaires, qui comprennent les choses. Et ça, on a beaucoup de mal à le faire. Mais rassurez-vous, le génie humain est quand même formidable. Hein. On arrive à faire des choses extraordinaires. Et c'est vrai que moi, je suis frappé d'extraordinaires progrès, de petites start-up, comme on dit, des choses. C'est formidable. Et donc, toute la question, c'est pour ça qu'on fait notre sommet le 20 et le 21 mai prochain, à vie. Les entreprises ont beaucoup de solutions, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans les cartons, il y a beaucoup de choses dans les laboratoires, il y a plein d'autres choses. Le problème, c'est comment est-ce que tout ça, ça va être à l'échelle assez vite. Et là, il faut des décisions politiques des gouvernements. Il faut une stabilité dans les choix politiques. Il ne faut pas que ça change toutes les 5 minutes. Si on a un tarif de rachat d'électricité renouvelable, très bien, il ne faut pas que ça change 30 secondes. Après, vous mettez 40 entreprises en faillite du jour au lendemain en changeant comme ça. Il faut de la stabilité et de la vision à long terme. Et puis, il faut des outils économiques, des incitations et des outils réglementaires, des normes d'efficacité énergétique et se mettre d'accord avec les autres pays pour avoir les mêmes, etc. Ça, nous n'avons pas encore ça. Parce que c'est vrai que les politiques, par ailleurs, ils ont beaucoup de choses à faire quand même. Il y a ça, il y a la prochaine élection, il y a le truc, il y a le machin. Il y a... Bon, voilà. Donc, il nous faut de la ténacité, de la volonté. Et il faut que vous autres, tous, vous influenciez vos responsables politiques et vos députés. Il faut leur dire, il faut que vous leur montriez que vous êtes préoccupés par tout ça, que vous voulez qu'ils fassent quelque chose. Un jour, on dira aux politiques, « Ah, tu le savais, qu'est-ce que tu as fait ?» Un peu comme pour l'amiante et tout ça. « Tu le savais, vous le saviez tous, qu'est-ce que vous avez fait ?» etc. Et on peut faire énormément de choses. Souvenez-vous comment on fumait tous. On fumait tous avant. Maintenant, c'est incroyable comme on a stoppé la cigarette. Incroyable. Personne n'aurait pensé qu'on pouvait arrêter de fumer aussi rapidement. Eh bien, on peut le faire. Donc, le changement climatique, c'est rien, hein, peu cher. C'est bon d'entendre ces choses positives. Alors, pour les fumeurs, vous avez vu, hein, c'est comme le changement climatique, ça va se faire comme ça. C'était un petit message. Je crois que Aurélie Dubois a un avion à prendre. Nous allons la remercier bien chaleureusement. N'hésitez pas à aller sur le site de Global Compact France. Vous avez des documents. N'hésitez pas à aller prendre plus de renseignements, puisqu'elle ne peut pas rester... voilà, elle a son avion. On va prendre la dernière question de la salle. Elle est pour Bernard Alfandari. Non, pas de la salle, pardon, des internautes. Et c'est Joël qui vous pose une question. Alors, vous avez dit que vous vouliez du combat. Eh ben voilà. Sur l'implantation de Resistex en Chine, ou le fait que l'entreprise travaille avec la Chine, donc ça fait une empreinte carbone importante au vu des distances, est-ce cohérent avec la démarche RSE de l'entreprise? J'en ai parlé tout à l'heure. Le fait d'avoir des achats en Chine, c'est d'abord, premièrement, pas caché. Deuxièmement, j'ai envie de dire que j'ai une stratégie carbone. Si tout le monde, si toutes les entreprises baissaient ses émissions dans la même proportion que ce que nous le faisons chez Resistex, nous pourrions compenser grandement les émissions supplémentaires de la Chine. Parce que quand elles sont plus faites ici, elles sont faites là-bas. Nous, on n'a pas été délocaliser nos émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas nationales. C'est simplement parce que nous n'avions pas le choix économiquement. Nous n'étions plus en capacité de produire à des prix compétitifs et qu'il a fallu arrêter de le faire parce que sinon nous entraînions l'entreprise dans les plus grandes difficultés. Donc c'était à la fois une nécessité économique de survie, mais la Chine, on le sait, est en train de devenir l'atelier du monde.
notre décision, c'est d'essayer de faire comprendre à nos partenaires chinois que nous attendons d'eux qu'ils soient comme nous dans une politique de progrès permanent et d'amélioration constante. Donc on leur fait part de nos souhaits et on leur dit que pour pouvoir continuer à travailler et à collaborer ensemble, on souhaite qu'ils fassent des efforts dans le sens de celui qui nous semble être nécessaire. Mais je ne sais pas. Peut-être que ça ne satisfera pas Joël, j'en sais rien. En tout cas, oui. Voilà. Donc, dans le principe, c'est vraiment de dire on ne peut pas. Voilà, si on veut développer l'entreprise, on a des gestes à faire. Par contre, on peut, par le comportement respectueux sur d'autres postes, arriver quand même à compenser. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur le Président? Pas du tout. Il juste joué avec le micro. Bien. Eh bien, je crois que nous en avons terminé. Je pense qu'on peut applaudir chaleureusement Bernard Alfandary, Brice Lalonde, Bernard Klenov.